Le secrétaire de séance va passer à l'appel. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Jeanne Eck. Jean-Pierre Chaurel. Présent. Dalida Sarkissian, qui est représentée par Monsieur Rocheteau. Philippe Rocheteau. Marlène Nadjarian. Franck Bertoncini. Élodie M. Valérie Bourron. Ginette Bourgeois. Laurent Fréani. Gérard Valero. Christian Roux. Moi-même. Michel Caparros. Anis Moidel est représentée par Madame Bourron. Ségolène Revest. Michel Secaldi. Aline Massot est représentée par moi-même. Éric Bonnefoy. Alice Garza. Antoine Garcia. Manuela Goncalves. Absente. Françoise Pouchko. Christian Palix. Christian Vivier. Présent. Christine Lantillon. Absente. Véronique Hostel. Absente. Et j'ai oublié Monsieur Gérard Bouquet. Absent. Merci. Donc, Monsieur Bocquet a prévenu qu'il serait vraisemblablement en retard, mais même très en retard, parce qu'il a un rendez-vous à Marseille. Les décisions, donc numéro 17 et 18, matériel informatique et occupation du domaine public pour le trampoline. Et on passe au contentieux avec Madame M. Oui, Monsieur le maire, 5 contentieux inscrits à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Une requête, premier contentieux introduite par Madame Carguati concernant une demande de déclaration préalable qui a été rejetée par la commune. Elle a saisi le tribunal administratif de Toulon pour solliciter l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2018. Alors ça concernait, pour les faits, de mémoire, la construction, selon elle, à l'identique d'un cabanon et la réfection, je crois, d'une toiture. Et nous avons rejeté cette demande de déclaration préalable au motif que la seule possibilité de réfection du bâtiment est lorsqu'il a été détruit par un sinistre et surtout qu'il a été légalement édifié. Ce sont les conditions textuelles. Le contentieux numéro 2, c'est le corollaire en fait de la requête de cette justiciable qui demande la suspension de l'arrêté qui a rejeté, qui s'est opposé à la déclaration préalable de cette justiciable. Ensuite, nous avons un contentieux numéro 3 qui concerne un dossier. Vous avez vu plusieurs contentieux, plusieurs procédures concernant ce dossier. C'est la falaise qui se trouve proche des locaux des services techniques. Il s'agit tout simplement d'appeler en cause des propriétaires d'une parcelle qui est intéressée par le litige. Il n'y a rien de particulier à préciser. Donc nous avons, par assignation en référé, eh bien, la commune de Bandol a demandé au président du tribunal de grande instance d'étendre à ses propriétaires. Ensuite, nous avons un contentieux numéro 4 qui concerne un dossier important pour la commune, qui est le sinistre du parking du 11 novembre. Alors ici, vous avez deux aspects. Je vous avais indiqué et informé que des opérations d'expertise judiciaire étaient en cours. Le TGI de Paris a nommé 2 experts judiciaires. Ça démontre la technicité d'un tel dossier. Le premier contentieux, la première action, il s'agit là, et c'est ce que nous avons fait sur avis des experts judiciaires, c'est l'appel en cause de 2 sociétés pour qu'elles soient attraites dans le cadre des opérations d'expertise et que ces opérations leur soient désormais contradictoires. C'est la société Bureau Alpes Contrôle. Alors de vous le dire comme ça, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle fait cette société, quel a été son rôle? C'est la société de mémoire qui avait pour fonction de contrôler tout le système de sécurité. Donc vous imaginez que sa présence dans le cadre de l'expertise est importante. Et ensuite, la société SAS Groupe Scutum qui avait pour fonction d'entretenir, d'assurer la maintenance de tout le système de vidéoprotection
au sein du parking. Ensuite, on a une cinquième affaire qui concerne toujours le parking du 11 novembre. C'est, alors de façon fort contestable, le président du TGI de Paris a rejeté le recours de la SMACL, qui est l'assureur de la commune, qui sollicitait l'extension des opérations d'expertise au local du FAP et à la cantine scolaire, qui ont été, c'est avéré dans le dossier, dans les comptes rendus, ça ressort, qui ont été touchés par ce sinistre. Le président du TGI a rejeté son recours et la SMACL a relevé appel de cette ordonnance et la commune est partie à la procédure devant la cour d'appel. Alors, une dernière précision sur ce contentieux. Nous sommes en l'état d'un compte rendu, d'un dernier compte rendu des experts judiciaires qui est en date du 2 avril dernier, où il était question d'organiser un nouvel acédite. Alors un nouvel acédite, c'est une réunion d'expertise en présence de toutes les parties, c'est-à-dire une vingtaine de parties et au contradictoire des deux sociétés que je vous ai citées, pour commencer à réfléchir, je dis bien commencer à réfléchir, aux travaux à préconiser pour la réouverture du parking. Voilà. Donc on n'en est pas à la fin des opérations d'expertise et à mon avis, on a encore au moins une année d'expertise devant nous. Voilà. Mais nous sommes malheureusement tributaires de cette procédure à laquelle nous ne pouvons déroger puisque au fil, si vous voulez, de l'exécution de ces opérations d'expertise, eh bien, il y a des appels en cause qui sont faits, il y a le recours par les experts à des sapiteurs, c'est la nouvelle mode, donc ça risque d'être un peu long. Voilà les observations que je voulais faire. Merci. Merci beaucoup. Donc les sapiteurs sont les sachants. Et donc ça fait encore du monde en plus et ça retarde la procédure. Oui. Parfois, même assez régulièrement, on pose la question. Et on pose volontiers la question concernant le parking. Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas les travaux? Et puis vous verrez bien après, vous serez remboursé, etc. Et donc, bien entendu, ça n'est pas possible. Enfin, on pourrait toujours commencer des travaux, mais lesquels? Et ce qui pourrait nous arriver, c'est que, bien entendu, ça ne soit pas pris en charge par les assurances, mais en plus qu'on nous dise de casser ce qu'on a fait. Donc voilà, malheureusement, ça paraît être du bon sens de dire commencer les travaux, on en a tellement besoin. Ben oui, je sais, on en a tellement besoin, mais on n'a pas le choix. Il faut attendre. La délibération numéro 1 concerne le budget principal. C'est le vote du budget supplémentaire. Décision modificative numéro 1. C'est une délibération classique. Ça a pour but de reprendre les résultats de l'exercice précédent. Donc je ne vais pas revenir sur l'exercice précédent, on l'a déjà fait. Simplement quelques chiffres. Le plus important, me semble-t-il, c'est l'excédent de fonctionnement qui est repris au chapitre 002 pour un montant de 6 millions d'euros. Bien entendu, le budget est équilibré à la fois en fonctionnement et en investissement. Il y a un excédent également d'investissement de 800 à 1000 euros. Et l'importance de l'excédent de fonctionnement fait que on n'a pas besoin d'un emprunt d'équilibre aussi important. C'est la raison pour laquelle vous avez un chiffre négatif de moins 6 161 000 euros au chapitre 16 en recettes d'investissement. Ça vient du fait justement de cet excédent important qui nous permet de réduire notre emprunt d'équilibre. Alors vous avez tous les chapitres concernant les deux sections. Je donnerai peut-être encore un chiffre qui est le montant des restes à réaliser. Donc là, vous avez sous les yeux les montants concernant la section de fonctionnement et la section d'investissement. Quand on fait le total, on arrive à un montant de 2 433 000 euros 752
pour les dépenses d'investissement qui concernent le chapitre 20, le chapitre 204, le chapitre 21, le chapitre 23. Donc c'est essentiellement des travaux rajoutés ou déjà prévus. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais si vous souhaitez des renseignements complémentaires, bien évidemment, c'est possible. Monsieur Fréani. Oui, merci Monsieur le maire. Donc une interrogation sur le chapitre 022. Donc il me semble que la dépense de fonctionnement vient directement alimenter la section d'investissement à hauteur de 200 000 euros. La question, est-ce que c'est une prévision et est-ce que vous pouvez nous faire parvenir le détail de ces 200 000 euros? Est-ce que vous pouvez répéter votre question parce que je n'ai pas bien compris donc, le rapport entre la section de fonctionnement et d'investissement. Eh bien, il me semble que les dépenses de fonctionnement viennent directement alimenter la section d'investissement, puisque vous avez la section de fonctionnement et la section d'investissement où on retrouve les mêmes valeurs, ce qui est normal. Bon, la question est de savoir si c'est vraiment une prévision, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose, et est-ce que, si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous donner le détail, mais ça peut se faire ultérieurement, ce n'est pas une obligation de le faire ce soir, pour savoir à quoi est attribué ces 200 000 euros. Alors, puisque c'est des dépenses imprévues, alors je ne sais pas ce que c'est. Il me semble que vous faisiez partie de la commission des finances. Oui. Fut un temps. Oui. Donc je suis très surpris par votre question, parce que ce n'est pas parce que le montant est le même qu'il y a une relation entre les deux. Je ne sais pas, c'est une question. Hein. Bon, voilà, maintenant, concernant la réponse que vous venez de me faire... Mais je vais terminer, je n'ai pas fini ma réponse, excusez-moi. Hein. Je disais que j'étais très surpris, parce que lorsqu'on voit la même somme et qu'il y a une relation entre la section de fonctionnement et la section d'investissement, ça correspond à de l'autofinancement. Et bien évidemment que le chapitre 022, dépenses imprévues, ça ne correspond pas du tout à de l'autofinancement. Donc ces deux sommes n'ont rien à voir. Et je suis surpris qu'après 4 ans, pardon, et après avoir fait partie de la commission de finances, vous posiez encore ce genre de questions. Je termine ma réponse. Chapitre 022, donc ce sont des dépenses imprévues. Et si je prévoyais des dépenses imprévues, je serais devant. Écoutez, c'est ce qui a marqué dans le DVD. Quant à votre questionnement, il est bien évident que nous avons 5 jours donc, pour réagir en fonction de la lecture de l'ordre du jour. Et nous n'avons pas 1 mois ou 2, comme vous pouvez l'avoir, pour une réflexion spontanée. Voilà. Il ne m'a pas fallu 1 mois ou 2 pour apprendre ce qu'est l'autofinancement, monsieur Fréani. Oui, mais et je suis très surpris que vous ne sachiez pas encore ce que c'est. D'accord. Eh bien, écoutez, moi, je suis toujours dans l'expectative. La question, est-ce que c'est une prévision ou pas, je n'ai toujours pas de réponse. Je vous remercie, monsieur le maire. Et vous ne pouvez pas avoir de réponse sur une dépense imprévue puisqu'elle n'est pas encore arrivée, monsieur Fréani. Oui, mais est-ce que vous avez... Je pense qu'on va interrompre. Bon, d'accord, très bien. C'est un dialogue de sourds. Je pense pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 2, monsieur Chorel. Oui, monsieur le maire. Donc cette délibération est relative au budget annexe du port 2019. Et donc dans le même esprit que la délibération précédente, c'est la décision modificative numéro 1 au budget supplémentaire. Vous pouvez observer dans le chapitre 23, donc c'est l'excédent qui fait l'objet de ce virement à la section d'investissement d'1 397 298 €. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter, c'est simplement la reprise budgétaire sur ces deux sections du fonctionnement vers l'investissement. C'est toujours le même principe, la reprise de l'affectation du résultat.
Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Madame Nadjarian. Oui, merci Monsieur le maire. Ça concerne la chambre funéraire. Alors c'est toujours le même principe, hein, le fonctionnement 48 000, donc recette et un excédent donc, de 48 656. Et donc on retrouve exactement en section d'investissement avec la recette de 31 980,95. Voilà. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la décision modificative de procéder aux inscriptions budgétaires comme indiqué. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Madame Peck. Oui, mais il s'agit de la même chose que les précédentes délibérations. Ça concerne le budget annexe de la régie des parkings. Décision modificative numéro 1, budget supplémentaire. Je n'ai pas de choses particulières à dire. Vous savez que la régie des parkings souffre beaucoup depuis l'année dernière, entre une perte de recettes du parking du 11 novembre, le parking du casino qui a été amputé de 60 places pour faire une zone de vie pour dans le cadre des travaux du quai de Gaulle, le parking central, nous n'avons plus de recettes depuis l'automne. J'espère que d'ici fin juin, ça va être rétabli. Voilà, donc on a des dépenses. Je crois que les 50 000 € correspondent aux travaux qui vont être faits pour l'entrée et sortie, l'aménagement, les nouveaux aménagements du parking central. Voilà, on a beaucoup de... concernant le parking du 11 novembre, nous avons beaucoup de dépenses puisque nous devons faire avancer des dépenses pour les expertises, ainsi de suite, pour des travaux d'aménagement, les pontillages, etc. Et que nous sommes remboursés avec du retard. Voilà. Donc c'est une année un petit peu compliquée pour la régie des parkings. Voilà. Sinon, je n'ai rien Merci. à dire. Alors, il faut souligner quand même que malgré ces difficultés, l'excédent qui est repris est d'1 768 000 €. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Monsieur Vivier. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne la modification du tableau des emplois permanents de la collectivité. Le tableau des effectifs est un document primordial pour la gestion du personnel. Il constitue la liste par filière, catégorie, cadre d'emploi et grade des emplois titulaires ou non supposés ouverts budgétairement, pourvus ou non et à temps complet ou non complet. Le tableau des effectifs liste les emplois permanents de la collectivité, les emplois non permanents tels que ceux répondant à un accroissement saisonnier d'activité n'ont pas vocation à nous figurer mais font l'objet d'une délibération propre. Il en est de même pour les contrats aidés, les contrats d'apprentissage ou encore les vacataires. Le tableau des effectifs doit être mis à jour à compter du 1er juillet 2019. Alors vous avez en annexe le détail de ces mouvements. Ils sont notamment liés aux avancements de grade. Alors j'ai fait une synthèse. Nous avons au total 246 postes identifiés, budgétés, 246. 242 sont pourvus, dont 220 titulaires et 22 contractuels. Et on y ajoute 15 emplois à temps partiel, mais ce sont des petits temps, quelques heures, s'agissant pour la plupart pour des agents qui sont affectés à l'enseignement artistique. Voilà. Considérant qu'il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade, vu l'avis favorable du comité technique en date du 20 mai 2019, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de fixer le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu'indiqué en annexe à compter du 1er juillet 2019 et d'autoriser le maire à procéder, le cas échéant, aux déclarations de vacances de poste et à prendre les dispositions relatives au recrutement. Y a-t-il des questions? Peut-être
un point complémentaire pratique concernant la musique. Donc en fait, il y a des horaires qui sont augmentés, qui signent la découverte d'instruments musicaux et l'éveil musical, et il y a une diminution qui correspond pour un instrument à une diminution du nombre d'élèves. Voilà, ça concerne le saxophone, mais sinon le reste plutôt, ça montre la dynamique de notre école de musique. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Monsieur Didier. Il s'agit d'une modification du temps de travail. Un dispositif d'aménagement, un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail a été mis en place le 1er janvier 2018 dans la collectivité, conformément à la délibération numéro 18 du Conseil municipal du 14 décembre 2017. Un bilan de cette nouvelle organisation du temps de travail a été réalisé et une modification apparaît aujourd'hui nécessaire concernant les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles de la collectivité, que l'on appelle les ATSEM. En résumé, et à leur demande, ces personnels travailleront un quart d'heure de plus par jour afin de mieux organiser la planification de leurs tâches. La modification sera effective à compter du 1er septembre 2019. Vu l'avis favorable du comité technique en date du 20 mai 2019, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de modifier la durée hebdomadaire de travail des ATSEM de la collectivité à 37 heures à compter du 1er septembre 2019 et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Alors là, peut-être aussi un petit complément. D'abord, toutes ces délibérations qui concernent le domaine des ressources humaines, tout ça, donc là vous l'avez rappelé, a été discuté et traité en comité technique, donc ça c'est important, puisque c'est un comité où participent à la fois des fonctionnaires de la commune et des élus. En ce qui concerne les ATSEM, c'est vraiment important, c'est à leur demande, mais comme vous le dites, pour faire encore mieux leur travail, parce qu'ils ont très peu de temps à consacrer en dehors des enfants, dont ils s'occupent beaucoup. Et voilà, donc cette augmentation d'un quart d'heure était nécessaire pour améliorer la qualité de leurs prestations. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Monsieur Didier. Cette délibération concerne le règlement de formation. Le règlement de formation permet de rassembler en un document unique les droits et les obligations des agents en matière de formation et les conditions d'exercice de la formation qui peuvent être propres à la collectivité, inscription, critères d'acceptation, de refus, déplacement et frais, etc. Le règlement de formation de la collectivité doit être modifié afin de tenir compte de la publication du nouveau texte. Je vais vous épargner la lecture complète du règlement de formation qui comporte 33 pages. Il s'agit en fait d'une augmentation de 10 € pour les frais d'hébergement lorsque les agents sont en formation, pour des besoins professionnels, et une augmentation de 4 centimes par kilomètre pour les indemnités kilométriques. C'est juste ces deux petits points qu'il faut modifier dans ce règlement qui comporte 33 pages. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, oui, Monsieur Fréani. Merci, Monsieur le maire. Donc, sur la page de garde du règlement de formation, il est écrit modifié au comité technique du 20 mai 2019. Donc, vous l'avez très justement soulevé, le comité technique est constitué de représentants du personnel élu en décembre 2018. Ma question est la suivante, Monsieur Olivier. Ce comité fonctionne comment? Alors, c'est-à-dire y a-t-il des réunions? Y a-t-il des comptes rendus? Et pourrions-nous avoir, si c'est le cas, un compte rendu, par exemple, depuis décembre 2018, juste après les élections du personnel? Est-ce que cela serait-il possible? Merci. Concernant le comité technique, il s'agit d'une institution légale qui représente le personnel, où
siègent des fonctionnaires, des élus, des fonctionnaires élus et des élus. À ce moment-là, on présente les délibérations qui seront présentées plus tard en conseil municipal, et là, elles sont déjà votées par le comité technique. Voilà déjà pour le fonctionnement du comité technique, et ce à quoi il sert, c'est qu'en amont, les fonctionnaires sont avisés des modifications prévues, et s'il y a... Pardon? Oui, ce sont des débats qui durent parfois toute une matinée sur un certain point. Parce qu'on dit que ça a été voté au CT, c'est derrière, ce sont des échanges qui sont souvent intéressants parce que ça soulève beaucoup de questions. Et les délibérations, lorsqu'elles sont présentées au conseil municipal, sont déjà approuvées par les représentants du personnel. D'accord, donc ces comptes rendus, en fait, est-ce qu'on pourrait en avoir une copie? C'est une réponse que je ne peux pas vous donner immédiatement. Non, c'est pas urgent, hein, ça peut se faire ultérieurement. Et si c'est le cas, ce serait bien de les avoir depuis décembre 2018, puisque c'est là où il y a eu les élections. Voilà. Merci. Très bien. Donc ce ne sont pas des documents secrets. J'imagine. Comment dire, vous avez voté toutes les délibérations qui reprenaient les débats, les décisions qui avaient été prises en comité technique. Donc là encore, je suis un peu surpris que vous posiez ce genre de questions. Il n'y a pas de souci pour vous communiquer ces Je vais documents. répondre, monsieur le maire, c'est pour en savoir plus sur le déroulement et sur les questions afférentes aux divers dossiers. C'est uniquement pour ça. Non, mais j'ai bien compris. J'entends bien. C'est bien d'essayer de découvrir le fonctionnement du conseil municipal. Je vous suis félicite. habitué à vos réponses. Donc Je vous félicite pour ça. Je vous remercie. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est vrai. Tenez-en compte. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, monsieur Vivier. Cela concerne le régime indemnitaire des agents de la commune, du CCAS et de la caisse des écoles. Alors il s'agit là d'apporter deux modifications mineures qui doivent être apportées à la délibération numéro 14 du 20 décembre 2018 relative au régime indemnitaire des agents de la commune. Cette délibération a également vocation à s'appliquer aux agents du CCAS et de la caisse des écoles, ce qui n'avait pas été précisé dans la délibération précédente. Donc c'est pour souligner déjà que sur ce point, les agents du CCAS et de la caisse des écoles sont concernés. Et un deuxième point, c'est que comme les agents de la collectivité, les agents de la caisse des écoles et ceux du CCAS sont soumis au même régime, à savoir que lorsqu'ils sont en accident de travail, eh bien, ils sont au même régime, ils perdent le bénéfice du régime indemnitaire à compter du 16e jour, et ce, dans une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Y a-t-il des questions? Alors, juste une précision supplémentaire. Le fait que ça prenne une année calendaire et non pas une année glissante, ça ne joue pas de rôle pour cette année puisque les indemnités qui correspondent sont exactement les mêmes pour cette année. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, monsieur Roucheteau. Merci Monsieur le maire. Cette délibération concerne la modification du coût de la contribution financière au CICTIAM. Donc le CICTIAM est un syndicat mixte qui permet aux communes d'avoir accès à différents logiciels à un coût réduit. Donc on l'utilise pour différents services, alors notamment je peux penser au paraphare électronique qui nous permet de signer à distance les bons par exemple. Mais également, si vous avez suivi un peu l'actualité, nous avons lancé récemment un service qui s'appelle Mon Bandol, qui vous permet de faire des démarches en ligne directement sur Internet
notamment sur l'état civil, qui vous permet de régler le centre aéré, la cotisation à la rentrée, vous pourrez régler la cantine scolaire. Enfin, voilà, il y a différents services c'est vraiment très transversal et c'est très intéressant, même si la contribution était annuellement d'à peu près 25 000 € pour la commune. Les gains opérés par ce groupement, c'est une sorte de groupement, nous permettaient de faire des économies bien plus importantes. Nous avons été informés par Sud Sainte-Baume que Sud Sainte-Baume souhaitait prendre en charge cette contribution financière, donc pour toutes les communes de la communauté d'agglo. Donc nous, c'est très bien pour Bandol puisqu'on utilisait les services. Toutes les communes n'utilisent pas les services du CICTIAM, mais il y avait quelques communes déjà de la communauté qui l'utilisaient. Donc cette délibération propose d'approuver cette modification. Donc c'est la Sud Sainte-Baume qui va désormais prendre en charge la cotisation. Alors pas directement la cotisation de Bandol, c'est une cotisation groupée pour l'ensemble des collectivités, mais du coup pour Bandol, l'effet c'est que nous allons faire des économies puisque c'est 25 000 € en moins au budget de la DSIT. Voilà, donc cette délibération, il vous est proposé d'approuver la modification du coût annuel de la contribution financière au CICTAM et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Madame N. Oui, il s'agit, Monsieur le maire, de la modification des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, qu'on appelle de façon abrégée la TLPE. Elle a été instituée il y a maintenant quasiment 10 ans par délibération du conseil municipal du 29 juin 2009. Nous avons en juin 2018 fixé les tarifs et notamment les éventuelles réfactions applicables aux commerçants selon certains critères. Au vu de la situation des travaux, nous avons décidé de soumettre aujourd'hui bien la validation de tarifs identiques à ceux que nous avons votés l'année dernière. Alors, je vais les lire parce que c'est quand même intéressant. Rappelez-vous, à compter de janvier 2019, nous avons voté les tarifs suivants. Dispositif publicitaire et préenseigne non numérique. Alors c'est vrai un vocabulaire un peu barbare quand on ne connaît pas ce qu'il en est réellement, mais vous avez en annexe, vous verrez un schéma qui reprend la qualification de chacune des enseignes pour que ça soit un peu plus simple. Dispositif publicitaire et préenseigne numérique, 100% du tarif maximal, vous avez le tableau avec la correspondance des tarifs. Enseigne comprise entre 20 et 50 mètres carrés, 100% du tarif maximal. Enseigne de plus de 50 mètres carrés, 100% du tarif maximal. Réfaction de 50% sur les tarifs applicables aux enseignes dont la somme des superficies, ça c'est important, est supérieure à 7 mètres carrés et inférieure à 12 mètres carrés. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs la plupart du temps avec les tarifs pour la suite. Réfaction de 50% sur les tarifs applicables aux enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure à 20 mètres carrés. Exonération des enseignes si la somme de leur superficie correspondant à une même activité, c'est important, est inférieure ou égale à 7 mètres carrés. Exonération totale des préanciennes inférieure ou égale à 1,5 mètre carré. Application des tarifs de droit commun figurant au B de l'article, on s'en moque un peu, 2333-9 du CGCT. Alors, une chose importante, et c'est pour clore tout débat inopérant sur cette question, on vous parle de maintien de tarifs antérieurs et d'exonération et de réfaction à hauteur de 50%. Par contre, il y a une obligation d'appliquer une augmentation légale qui est de 1,60%. C'est ce que nous avons dans la délibération en fin de la page 1. Alors il s'agit là d'une obligation légale. Ce n'est pas la commune qui l'impose, c'est les textes qui prévoient cette augmentation chaque année. Il n'en reste pas moins que la commune a souhaité, en vous soumettant ces conditions de maintien des tarifs, entériner la situation que nous avons validée l'année dernière.
Donc, il est par conséquent proposé à l'Assemblée d'abroger les tarifs existants et de voter les mêmes tarifs que nous avons votés par délibération du 14 juin 2018. Merci Madame M. Y a-t-il des questions? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Monsieur Chaurel. Oui, donc cette délibération est relative à l'état du stock des acquisitions et cessions opérées en 2018 par l'EPF PACA. Dans le cadre de la convention qui lie l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc l'EPF PACA, et la communauté d'agglomération Sud-Saint-Aubin, l'état du stock doit être déclaré régulièrement. Donc, c'est une reprise d'une délibération précédente. Il n'y a pas de nouvelle acquisition. La seule acquisition apparaissant dans cet état étant l'acquisition relative au complexe du Panorama. Pour être tout à fait clair, c'est l'ex-résidence de tourisme Le Bosquet. Merci. Y a-t-il des questions? Une question, Monsieur Fréani. le maire. Oui, alors, à moins que je fasse confusion, et Jean-Pierre Chaurel m'arrêtera tout de suite. Peut-on avoir une idée des lots qui ont été préemptés? Est-ce que c'est possible de le savoir? Et quelle est la distribution de ces lots? Est-ce que c'est du 100% de logements sociaux? Est-ce que c'est 50% de logements sociaux? Et quels droits auront les bandoliers dans cette histoire-là? Voilà, c'est ma question. Oui, la réponse est facile. Pour le numéro des lots, non, là, je ne les ai pas en tête. Par contre, nous les avons votés précédemment. Ils sont dans les délibérations antérieures. Ensuite, dans les délibérations antérieures aussi, il était bien précisé que l'objectif de cette opération menée par l'EPF, c'est du 50% social. Et ensuite, la dernière question concernant les attributions. Les attributions, hélas, comme nous l'avons déjà évoqué, la ville a perdu